Titian et Dorian circulaient au sein du gigantesque site de fouilles, dissimulé sous les frusques des scientifiques qu'ils avaient dépouillés. Heureusement pour eux, l'activité croissante du lieu rendait leur parcours aisé, tant la masse d'anonymes besogneux facilitait leur infiltration. Qu'est-ce qu'ils font ? Aucune idée. J'ai comme l'impression qu'ils sont en train de restaurer ces ruines. Sûrement pas pour une bonne cause, on ferait mieux de retrouver Azur et Orvin rapidement. Titian hocha de la tête et observa autour de lui, semblant réfléchir à une stratégie à adopter. Soudain, sous le regard surpris de Dorian, le déserteur s'approcha d'un homme portant la même tenue que lui et lui demanda en pointant du doigt le calepin subtilisé aux malchanceux qui leur avait fourni leur déguisement. « Excuse-moi, camarade, j'ai des données importantes à transmettre au seigneur Orvin concernant... » Titian hésita une seconde et observa le calepin, rebondissant sur une information qu'il y voyait. « Le secteur périphérique 52, ouais, on a découvert un super truc important là-bas, c'est assez urgent. » Dorian serra le poing. Il était resté en retrait et n'entendait pas ce qui se disait entre Titian et l'inconnu, et ce dernier semblait de plus en plus sceptique au fur et à mesure que le déserteur continuait son discours. Jusqu'au moment où Titian lui offrit une tape dans le dos et un grand sourire avant de rejoindre Dorian. « Pourquoi tu fais cette tête ? Y a un problème ? » « C'est toi le problème, qu'est-ce qui te prend ?»« Ah, oui, c'est vrai. Orvin se trouve sûrement dans ce gros bâtiment là-bas, et m'est avis qu'Azur y sera aussi. » Galen était sous le choc et le regard estomaqué d'Auréline ne laissait aucune place au doute quant à sa propre surprise. Sayorn pressa sa lourde patte sur la nuque de sa méadeur, la brisant dans un craquement pour mettre fin à son agonie. Son regard de prédateur se tourna ensuite vers le conseiller de Shyster qui recula jusqu'à se retrouver dos face à ses consoles. Il voulut attraper la balle de Métagros à sa ceinture, mais un jet de flamme le stoppa net en lui brûlant la main et lui faisant lâcher la sphère sur le sol quand la petite forme reptilienne de Mèche sortit de derrière Sayorn, accompagné de Magenta, Bistre et les Galaréens. Son regard se renfrogna et ses dents se serrèrent face à ses ennemis. « On dirait que le vent a tourné, Galen !»« Rendez-vous sans faire d'histoire, conseiller. Nous avons des questions à vous poser. » Galen observa à tour de rôle chacune des personnes qui avaient fait irruption dans la pièce en fracassant le mur. Le monstre de Bistre, bien qu'affaibli par l'eau, semblait dans un état extrême d'agressivité et il montrait les crocs dans une posture menaçante. Le regard de l'homme pris au piège se posa sur la porte la plus proche, mais Bistre l'interpella. « J'éviterai cela à votre place. Sayorn ne fera que peu de cas de votre sécurité si vous tentez de fuir. » Le visage de Galen s'empourpra de colère et il cracha à moitié fou. « Vous pensez avoir gagné, bande d'arriérés ? Ma capture ne change rien. Rien ! Vous ne pourrez pas échapper à Mugendina. » Empêchez-le de toucher à sa console ! Le cri d'Auréline avait résonné dans le laboratoire détrempé, mais trop tard pour que Bistre ou qui que ce soit d'autre puisse stopper Galen à temps. Il frappa du poing sur un bouton derrière lui et la raffinerie entière se mit en branle au moment où Sir Knight saisissait l'homme à distance par la gorge à l'aide de ses pouvoirs psychiques. Le prisonnier suffocant gesticula dans les airs en cherchant à se défaire de la strangulation invisible, jusqu'à ce que les quelques soldats galaréens survivants ne le saisissent à leur tour pour le maîtriser. Beryl stoppa son monstre et défit les liens d'Auréline. Cette dernière la remercia, quoique toujours avec sa froideur habituelle quand Beryl lui demanda. « Qu'est-ce qu'il a fait, conseillère ? Pourquoi la bâtisse tremble comme ça ?» Ce serait trop loin à expliquer, mais pour faire simple, Galen s'apprête à libérer un monstre surpuissant sur Galar. Un monstre ? Quel monstre ? Vous le découvrirez bien assez tôt, et vous regretterez de vous être dressé contre moi et Orvin. Orvin vous manipule, espèce d'idiot. Qu'est-ce que vous manigancez ? Galen éclata à nouveau de rire, malgré le fait qu'il soit plaqué au sol par une paire de soldats. La nuit noire ne sera que le début de vos problèmes. Quand Orvin aura réactivé le site de Kromla, qu'il aura avec lui le pouvoir d'un dieu, et il soumettra Galar et Kalos à la nouvelle ère que nous avons imaginée. La nuit noire ? De quoi il parle ? Le sol trembla à nouveau, et la structure de métal du laboratoire crissa sous la tension qui lui était imposée, quand Beryl répondit. Le mythe fondateur de Galar. La légende raconte qu'il y a 2000 ans, une créature céleste serait descendue pour soumettre nos ancêtres. Elle a plongé le pays dans une nuit perpétuelle et son pouvoir a transformé les monstres en des créatures difformes et cyclopéennes. Mais un héros se leva parmi les hommes, et armé de l'épée Scian et du bouclier pourpre symbole de Galar, il défie le monstre et le scella pour l'éternité. La secousse qui suivit l'explication fut encore plus forte que la précédente, et Auréline grimaça. Ce n'est pas le moment de raconter des histoires de grand-mère. Quoi qu'il se passe, on ferait mieux de sortir de là. La remarque fut confirmée par le craquement sinistre de l'acier et de la roche brisée tout autour d'eux, et le groupe se hâta vers la sortie, se rendant compte que ce n'était pas seulement la raffinerie qui subissait le contre-coup de l'action de Galen, mais la montagne entière. Orvin contemplait avec une certaine obséquiosité la paire de capsules d'acier qui avait été déterrée et exposée à la lumière du jour pour la première fois depuis des siècles.
Azur, pour sa part, était à genoux sur le sol, les mains attachées dans le dos, depuis que les soldats de Fondrive, excédés par sa rétivité, s'étaient vus accorder le droit de la ligoter et de la faire sortir de force de ses quartiers. Orvin lui parla sans quitter des yeux les immenses containers archéotechnologiques. « Vous êtes réellement un signe de la Providence, ma chère. Non seulement vous allez me permettre d'asseoir ma domination de manière légitime sur Galar, mais en plus votre connexion avec l'Atias m'aura permis d'obtenir l'énergie nécessaire à la réactivation de ce site. Vous aimez toujours vous entendre parler, hein? N'êtes-vous pas curieuse? Nous vous approchons de la conclusion. Je me ferai un plaisir de vous expliquer ce qui va arriver si vous me le demandez. » Je m'en fous. Orvin eut un ricanement et donna quelques instructions à ses hommes qui s'attelèrent à brancher d'immenses câbles aux 2 caissons. L'un de ses soldats lui apporta alors une petite boîte scellée qu'il ouvrit devant son maître en posant un genou à terre. Orvin, sans même une once d'intérêt pour son subordonné, attrapa la balle rouge dans le coffret et l'observa avec emphase. La balle origine, cet artefact antique a soi-disant la capacité de capturer même un dieu. Rien que ça, je me demande si elle pourrait aussi contenir votre ego. Joli trait d'humour, ma chère, mais vous ne semblez pas saisir l'importance de ce qui se joue ici. Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle, une ère où l'humanité imposera sa domination absolue sur le monde. Aussi bien les dieux que les monstres seront nos esclaves, et je serai l'architecte de cette nouvelle civilisation. N'est-ce pas excitant ? Azur ne répondit pas, sentant comme un malaise face à la soudaine passion dans le regard d'Orvin. Malgré son caractère défiant, elle sentait au fond d'elle que le moment n'était plus au pic, et qu'elle ne gagnerait rien à continuer de le provoquer. Elle testa discrètement la solidité de ses liens, puis grimaça, constatant qu'elle ne parviendrait pas à les défaire facilement. Non loin de là, Titian et Dorian observaient la scène au milieu de la masse d'anonymes au service de Fondrive. L'éclaireur Cantoïde pesta à voix basse. « On ne peut pas intervenir, la zone est gavée de soldats. » Titian ne répondit pas, son regard était focalisé sur les 2 immenses caissons qui surplombaient la scène. Ils avaient été connectés à plusieurs consoles et à l'immense bâtiment qui était sans nul doute un complexe de l'ancienne civilisation restauré par les hommes d'Orvin. L'inquiétude de Titian arracha une mimique similaire à Dorian. « J'ai pas l'habitude de te voir aussi sérieux. » Je suis toujours sérieux pourtant. À ton avis, qu'est-ce qui se trouve dans ces caissons? Comment veux-tu que je le sache? Titian fronça les sourcils et posa sa main sur la balle de Mizugoro à sa ceinture. On doit empêcher l'ouverture de ces choses à tout prix. J'ai vraiment un sale pressentiment. Attends, on peut pas agir comme ça à la volée, on risque de... La phrase de Dorian fut coupée avant la fin, quand Titian fendit la foule de scientifiques et de manutentionnaires avant de se présenter à bonne distance d'Orvin et de l'interpeller. Hé Orvin! Le conseiller de Fondrive eut un léger rictus mélangé de dégoût et d'irritation à la vue de son ancien officier, et lui offrit un regard méprisant avant de répondre. « Tu es encore en vie, Titian. On dirait que Galen n'a de cesse de me décevoir. » Tu parles du type qui est en train de se faire rouster par mes potes à Shyster? Dorian pesta, restant en retrait et insultant mentalement son camarade pour son manque de discernement et de prudence. Toute l'attention de la foule était à présent concentrée sur le Galaréen et Orvin, et cette constatation permit à Dorian de saisir la teneur de l'action. « C'était ça ton plan, espèce de débile, attirer l'attention sur toi? Ma parole, ce type est totalement imprévisible, c'est insupportable, mais je dois tirer parti de la diversion qu'il m'offre. » L'éclaireur s'éclipsa discrètement, profitant de l'absence d'attention sur lui pour faire le tour et se rapprocher de la position d'Azur. Pendant ce temps, Orvin et Titian continuaient de se faire face. « Qu'espérais-tu en te présentant ainsi devant moi? Plusieurs centaines de mes hommes cernent la moindre échappatoire. Ta stupidité n'a-t-elle donc pas de limite? » Les limites sont faites pour être dépassées, non? Et pour te répondre, j'espérais que tu m'accordes un petit duel. Pourquoi accepterais-je, alors que je n'ai qu'à ordonner ta mort pour l'obtenir? Azur ne comprenait pas ce qui arrivait. La soudaine apparition de Titian avait détourné l'attention des soldats alentours, lui laissant plus de marge de manœuvre pour tenter de se libérer de ses liens. Mais malgré cela, ces derniers restaient trop solides. Elle sentit soudain un petit choc à l'arrière de sa nuque lorsqu'un caillou la toucha et elle tourna la tête vers la foule derrière elle. Son regard scruta l'assemblée jusqu'à se figer sur un visage qui n'avait rien à y faire. Dorian lui fit quelques gestes en langage des signes pour l'inciter à ne pas le fixer directement et elle obtempéra. Ne serait-ce pas plus satisfaisant de me tuer toi-même, depuis le temps que je te traîne dans les pattes? Allez, je suis sûr que t'en meurs d'envie. Il est vrai que d'arracher ce sourire de tes lèvres moi-même serait un peu plus agréable. Soit, j'accepte ta dernière volonté en la forme d'un duel, et ta défaite pitoyable marquera l'avènement de mon règne incontesté. Tu aimes toujours autant les symboles et les mises en scène, on dirait. Tian lança l'une de ses balles en avant, et la silhouette étrange d'un monstre vert à l'apparence d'un champignon monté sur une paire de pattes musculeuses apparut.
En réponse, le cri strident d'Armorga résonna, recouvrant le bourdonnement entêtant des machineries qui s'activaient tout autour d'eux. Ce fut pendant ce même temps que, dans l'indifférence globale, une balle roula discrètement entre les jambes des badauds, jusqu'à atteindre les mains ligotées d'azur.